comment nous pouvons améliorer notre qualité de prise en charge et du coup voilà, aider à ce que les choses se passent au mieux. Il y a des expérimentations sur la région, il y a des dispositifs en national avec les fiches urgence orphanettes. Vraiment, pour moi, c'était très important de remettre un focus là-dessus. Je l'ai dit tout à l'heure, personnellement concernée, et je sais à quel point c'est important, mais en tant que déléguée régionale, j'entends de très nombreux témoignages. Ils sont vraiment nombreux, trop nombreux. Donc il faut que nous puissions partager ces expériences, s'en inspirer et essayer de les développer. Et je vais vous présenter ce matin les actions que nous voulons mener avec le prochain PRS et cette situation d'urgence. Et peut-être pour commencer, le premier exemple, avant de repartir en national sur la région, c'est l'expérimentation qui est menée déjà depuis quelques années par l'AFM Téléthon sur le territoire Champagne-Ardenne, qui se met en place sur la Lorraine. Et donc voilà, je donne la parole à Valérie pour nous expliciter ça. Oui, on n'a qu'un micro. Oui, je vais vous parler de l'expérience de l'AFM Téléthon. Alors, c'est plutôt une expérimentation c'est pas une expérimentation, c'est plutôt un accompagnement qu'on propose au national. Et puis, on va intervenir à deux voix avec le docteur Bombard, puisqu'il y a la deuxième partie de l'intervention qui concerne le dispositif Patient Remarquable, qui est dans la continuité de ce que nous, on essaye de proposer aux familles en amont. Les situations d'urgence, elles sont multiples. Elles peuvent être dramatiques, d'autres avec un peu moins de conséquences. Peut-être 3 exemples comme ça. C'est les interactions médicamenteuses et les risques liés à l'anesthésie si le médecin urgentiste n'a pas conscience d'une interaction avec un médicament qu'il ne faut absolument pas prendre quand on a telle pathologie. Une autre, c'est peut-être l'orientation en urgence vers le mauvais service, c'est-à-dire qu'on arrive aux urgences générales, alors que peut-être si on avait été identifié avant comme patient remarquable, on aurait pu arriver directement dans le service, notamment de pneumologie, parce que là, on parle souvent de gens qui ont une insuffisance respiratoire importante, et là, on aurait gagné beaucoup de temps. Et puis une autre urgence qui peut paraître moins vitale, mais qui n'est pas sans conséquence non plus, c'est on tombe, on se casse quelque chose, et dans les maladies neuromusculaires, l'immobilisation, c'est un risque de perte musculaire et ça peut remettre en cause la marche, tout simplement, si on est immobilisé trop longtemps. Alors que si, au lieu d'être immobilisé par plâtre, il y a une chirurgie et avec des plaques, des vis, on peut être mis en charge plus vite. Donc, on peut gagner du temps. Donc, c'est des éléments qui sont comme ça significatifs et suffisamment importants pour que les remontées qu'on a eues du terrain au niveau de l'AFM Téléthon aient nécessité des journées de réflexion clinique qui ont eu lieu en 2013 sur ce sujet et du coup un certain nombre de recommandations de bonnes pratiques dans les différents types d'urgences, les urgences cardiaques, respiratoires, métaboliques, etc. Mais moi, je voudrais vous parler de qu'est-ce qu'on peut faire quand on est patient concerné, malade concerné ou proche d'un malade concerné. Comment on peut déjà s'approprier un certain nombre de choses. Et c'est le travail qui est fait par... alors, est-ce que ça marche, ça? Ah, il faut peut-être le pointer par là. D'accord. Donc des journées de réflexion clinique en 2013 et puis vous voyez un courrier qui a donc été envoyé à chaque famille par notre présidente en les sensibilisant à la question des urgences. Mais voilà, je vais y revenir tout de suite. En fait, un courrier, ça ne fait pas tout. Ça peut partir très vite à la poubelle et puis ça passe parmi tout le courrier qu'on peut recevoir. Donc il y a une appropriation importante à faire par le malade et puis en parallèle, bien sûr, des actions à mener auprès des réseaux des urgentistes pour les sensibiliser à la question des maladies rares. Donc en fait, la logique des services régionaux, c'est on a la chance d'avoir des professionnels qui accompagnent les familles en région. Donc on va aller prendre le temps, on va aller se poser à la maison. Ça ne va pas marcher, comme ça va être plus dynamique.
Donc en fait, en même temps que ce courrier a été envoyé à chaque famille une petite fiche repère qui s'appelle urgence médicale et maladies neuromusculaires. Et en fait, on va proposer aux gens de se poser à la maison sur la question des urgences. Les urgences, c'est quelque chose qui est c'est aigu, c'est à chaud, et par définition, on n'anticipe pas ces situations. L'idée, c'est allez, à froid, on n'est pas confronté à une situation d'urgence, on va s'en parler malgré tout. Donc on se pose, on a un petit document qui nous permet de partager de l'information et on va le balayer ensemble. Dans ce document, on va commencer par se poser la question de savoir si avec le médecin ont déjà été identifiés les signes qui alertent sur la situation d'urgence. Parce que les médecins savent très bien dire, et par extension, les familles le savent au bout d'un certain temps, hein, quand on vit avec une maladie rare, on sait quels sont les signes précurseurs. Donc, comment on les détecte, comment on les repère, et puis après, c'est comment on va agir. Et donc, comment on va agir, on s'y prépare en amont. Donc, on va prendre ce qu'on appelle le kit urgence, et on va aider la famille à disposer d'un certain nombre d'outils qu'il n'y aura plus qu'à avoir préparé et à embarquer, et qu'on peut déjà avoir sur soi dans son sac à main, parce qu'en soi, ce n'est pas des documents qui sont difficiles à avoir, à embarquer. Alors, il y a des modalités différentes, on va y revenir, mais ce n'est pas compliqué. Donc, c'est la carte de soins et d'urgence. Alors, je l'ai un petit peu plus loin. Vous savez qu'elle se présente à peu près comme ça, la carte de soins et d'urgence. Il y en a plusieurs par pathologie. Hein. Et dessus sont marquées des informations sur la maladie et puis surtout les contre-indications et les préconisations. Alors, sur la droite, vous avez l'ancien format, enfin le format actuel, et est en train d'être refait. Le format qui est celui qui est en bas, qui va être beaucoup plus petit, plutôt sous forme de carte bancaire, là, vous savez, ce format-là, et qui va aller vraiment à l'essentiel. Donc, c'est avoir... Alors déjà, les gens n'ont pas forcément conscience qu'ils peuvent avoir une carte de soins et d'urgence, donc c'est comment ils la demandent au médecin référent, parce que c'est bien une carte qu'on ne s'approprie pas tout seul comme ça doit être renseigné par le médecin spécialiste. Donc c'est là où les filières de santé sont importantes, parce que c'est elles qui vont pouvoir dispenser par le biais du ministère ces cartes de soins et d'urgence, et elles doivent être renseignées pour être pertinentes. Donc, avoir une carte de soins et d'urgence dans sa maladie, nous on conseille deux, une sur soi, une à la maison, hein, parce qu'on n'est pas, quand on est en situation d'urgence, on est parfois en capacité de réagir, mais quelqu'un disait ce matin, c'est plutôt la personne qui était avec moi qui a pu réagir. Bon, voilà. C'est avoir sur soi les derniers bilans médicaux. Alors, sur soi, ça veut dire dans son sac à main, en format papier, mais ça peut être sur une appli santé. Mais ça, Isabelle en parlera. Moi, je tiens à dire que dans les gens qu'on accompagne, au niveau des services régionaux, on a toute population confondue. Donc, il y a des gens qui se sont extrêmement bien appropriés le numérique, d'autres beaucoup moins. Ça dépend l'âge qu'on a, ça dépend le bagage qu'on a, ça dépend les moyens qu'on a. Donc, nous, on n'est pas exclusifs, mais vraiment, c'est ce qui convient le mieux à la personne. Donc, un dernier bilan médical, parce que le suivi régulier en centre de référence donne des éléments extrêmement précis, et si on est amené à arriver aux urgences, des fois, il vaut mieux présenter un compte-rendu assez récent plutôt que de longs discours. Après, ça va dépendre de la personne qui vous accueille. La carte vitale, bien sûr, la carte de mutuelle, la carte d'identité, les coordonnées du centre de référence. Donc, en fait, on propose un petit document. C'est très, très simple, hein, mais c'est de remplir. Alors, encore une fois, ça, on peut le faire sous forme de numérique, mais on peut le faire sous forme papier. On reliste finalement les gens qui vous accompagnent et qui sont des repères dans le suivi de la maladie. Et puis, on va s'attacher aussi à se mettre en situation, c'est-à-dire que si jamais on vit une situation d'urgence, on appelle le SAMU, qu'est-ce qu'il va falloir dire ? Parce que, alors normalement, le médecin régulateur du SAMU pose des questions très précises, mais on s'entraîne un peu avant, parce que quand on aura à vivre ce moment-là, eh ben, ce sera ancré quelque part, parce qu'on l'aura déjà fait.
Donc souvent, il y a un guide qui est donné, voilà, nom, prénom, la pathologie, les consignes, on peut se rapporter justement à la carte de soins d'urgence, l'adresse, comment on arrive chez vous, hein, surtout si vous êtes en milieu rural, c'est pas forcément évident. Et puis redonner son numéro de téléphone et puis l'endroit où se trouve la personne concernée. Voilà, ce sont des choses très très basique. Alors on propose de faire ça en individuel, c'est-à-dire que le référent parcours de santé, qui sont les professionnels de l'AFM Téléthon, vont à domicile et prennent le temps de parler de cela, mais on peut aussi le proposer en format collectif, c'est-à-dire qu'on organise un temps d'information. Ça se fait notamment avec nos collègues qui sont en Bretagne et en Normandie. Elles le font sous forme à la mode de TP, je vais dire, sous forme de format très interactif, où on va proposer aux gens de les informer, mais après de partager les expériences, parce qu'on croit beaucoup aux échanges entre pairs. C'est quelque chose qui est d'autant plus riche, enfin, qui est complémentaire à l'accompagnement que peut faire un professionnel. Nous, on reste très modeste dans notre accompagnement, on sait très bien qu'on est là pour donner des repères, de l'information, aider les gens à réfléchir. Après, les professionnels qui accompagnent peuvent partager les expériences d'autres familles, anonymes, mais jamais on pourra avoir l'intensité du message qui peut être donné par une autre personne qui a vécu, qui est concernée dans sa chair par la même pathologie et qui a vécu ça. Donc ça, c'est une richesse formidable de pouvoir travailler comme ça de concert entre professionnels et patients experts ou personnes ressources. Voilà, donc c'est prendre ce temps-là, c'est de la prévention, c'est de l'anticipation, et puis ça nous permet aussi à nous de reparler du suivi médical, de s'assurer que les gens sont dans les bons réseaux, dans le bon centre de référence, des fois de reprendre pied avec un centre de référence s'ils viennent de changer de région, ou si, à l'instar d'une adolescence, ils ont pris un peu d'écart avec le suivi et qu'ils veulent y revenir. Donc voilà, ce sont des moments importants. Et puis la dernière chose qu'on aborde avec ce document repère, c'est la question du patient remarquable. Mais là, je vais laisser le docteur Bombard vous en parler plus largement. Donc pareil, pour faire la continuité avec Madame Dumarne, donc je viens de Reims, je suis médecine physique réadaptation au centre de référence des maladies neuromusculaires de l'adulte au CHU. Et on travaille depuis très longtemps sur la fiche patient remarquable. Donc quelques diapos aussi, juste pour ancrer. Et finalement, avoir une certaine redondance, mais c'est positif, ça veut dire qu'on travaille sur la même longueur d'onde et qu'on est vraiment complémentaires. Merci. Merci. Donc la fiche patient remarquable... est un peu modifié entre l'ordinateur et... C'est pas grave. La fiche sera modifiée aussi, mais... Pourquoi ça fait ça ? C'est pas grave, elle sera... Qu'est-ce que c'est que ça ? Je sais pas, c'est pas grave. C'est juste un petit support. Donc la fiche patient remarquable, alors à ma connaissance, elle n'existe pas encore partout, dans tous les SAMU de France. Alors je ne sais pas où ça en est, je sais que ça bouge beaucoup. Nous, notre... je vais passer à la suivante. Peut-être celle-ci. D'accord. Je sais pas si ça marche. C'est un petit peu plus... Et même dans les centres universitaires, je crois qu'on n'a pas tous du tout les mêmes formats. Donc je vais vous présenter suite de Champagne-Ardenne. Donc l'historique, j'ai créé la pluridisciplinaire. À l'époque, ça s'appelait pluridisciplinaire de l'adulte à Reims en 1997. Et quelques années après les débuts, je me suis vite rendu compte qu'il fallait dialoguer en amont, avant les complications, notamment avec pneumologues ORL pour anticiper des décompensations ou les cardiologues. Donc on a créé les premières RCP, en avance aussi sur le temps, ça n'existait pas, les réunions de concertation pluridisciplinaire qu'on faisait avec une personne du SAMU, le professeur Léon, l'ORL, en cas de trachéo, pneumo, cardio. Et aussitôt qu'on a commencé ces réunions, on s'est dit c'est bien, mais maintenant il faut identifier un petit peu ce qui s'est dit.
Donc non seulement dans le dossier médical MPR, mais aussi auprès du SAMU. Donc on a créé peu après une fiche urgence. À l'époque, c'était rempli à la main, on n'avait pas l'ordinateur. Et voilà, ça a commencé comme ça. Donc maintenant, cette fiche, je vais vous la montrer, elle a été transformée depuis, elle a été numérisée, et notamment par l'équipe de RégéCap, donc de soins palliatifs, le réseau régional. Alors, je commence par la fin. Voilà. Donc notre fiche, elle se... Ah, pardon, excusez-moi, ça passe pas... Je l'ai là, mais je l'ai pas là. Ah, c'est le problème du lien hypertexte. Ah bah oui. Alors, Eh ben, on peut sortir et aller sur le document. on va faire ça. On va le mettre là. Ça ne sera pas fermé. D'accord. Et on va aller sur votre... Voilà. Merci. J'espère qu'il va s'afficher. Ah, mais c'est pas un diapo. Donc, je commence juste. C'est une fiche qu'on remplit maintenant directement, qui n'est plus sous forme papier, qui est sous forme Internet, qu'on envoie par Internet. C'est un document PDF, mais qu'on peut remplir. Voilà, merci. Donc cette fiche, vous voyez qu'il y a une date de première fiche, une date de mise à jour, puisque le but c'est de remettre à jour en fonction du changement de l'état de santé, de l'évolution de la maladie, ou au moins tous les 3 ans si on peut, avec bien sûr les coordonnées du rédacteur, mais aussi surtout les coordonnées du patient, de la personne à prévenir. On aborde la question de la personne de confiance, parce que ça peut être important que ce soit noté dans le dossier. Merci. L'autorité parentale en cas d'enfant, savoir si la personne est suivie par une HAD ou par une équipe de soins palliatifs, ça peut être important aussi éventuellement. Les médecins, c'est vrai que c'est pas pratique. Les médecins correspondent. Oui, ça tient en une page. Oui, ça tient pas là, mais oui, ça tient en une seule page qu'on peut imprimer. La pathologie principale, les diagnostics associés pris en compte. Alors, vous voyez que ce sont des cases qui sont relativement petites. En fait, on peut les remplir plus. Mais c'est vrai que du coup, quand on l'imprime en papier, tout ne s'imprime pas. Donc, le but, c'est que ce soit quand même une fiche synthétique. C'est pas de raconter toute la vie, tous les antécédents. C'est vraiment pour qu'en cas d'appel du SAMU, il y ait tout de suite des réponses les plus essentielles. On aborde le stade de la maladie éventuellement, le projet thérapeutique et puis les souhaits exprimés par le malade sur les traitements, la sédation et les directives anticipées. Alors je vais y revenir après. La décision collégiale aussi, c'est éventuellement exprimé s'il y a eu une décision de non-soin, d'arrêt de soins, etc. Ça peut être mis là. Et à la fin, le résumé de la situation, en fait, nous, le logiciel Rémois ne reprend que le résumé de la situation. Donc, en fait, nous, on a déjà rempli tous les items. Il faut re-remplir le résumé, on va dire cette fois de façon manuscrite. On espère plus tard que les champs seront d'emblée repris par le logiciel. Ce sera plus simple que de faire le résumé. Donc, quand quelqu'un appelle au niveau du SAMU, eh ben, le SAMU a tout de suite le résumé de la situation dans le logiciel qui apparaît. Alors, je reviens au début de la fiche, la première partie. Alors, il y a un guide d'utilisation précis qui a été défini par les médecins du SAMU et des équipes qui ont travaillé sur la fiche. Qui sont concernés? Pas tout le monde, bien évidemment. C'est uniquement les patients porteurs d'une maladie grave ou évoluée, ou évolutive, ou présentant une pathologie ou un dysfonctionnement multiple non curable. En phase d'aggravation, on précise un petit peu justement les projets thérapeutiques et en phase terminale aussi. Donc moi, je l'utilise pour les maladies neuromusculaires, mais c'est une fiche qui est beaucoup utilisée par les services de soins palliatifs. L'objectif, c'est pouvoir transmettre aux médecins en situation d'urgence des informations utiles à la prise en charge immédiate. Elle est élaborée en dehors du contexte d'urgence. On va y revenir, Madame Dumarne vous en a parlé, mais c'est vraiment pour nous l'occasion, quand je la remplis, de discuter avec la personne à froid des éventuelles difficultés qui peuvent se présenter à elle. Donc vous l'abordez au domicile, mais je dirais nous, au sein d'une réunion, d'une consultation pluridisciplinaire, on a les éléments objectifs ce jour-là, de l'état cardiaque, de l'état pulmonaire, et on dit voilà,
votre maladie aujourd'hui, ce qui risque de décompenser, ce serait plutôt ça ou plutôt ça. Donc là, c'est toujours un petit peu douloureux, mais ça permet de discuter à froid. En même temps, il n'y a pas de tabou. On aborde ça. Donc toutes les rubriques doivent être renseignées. Cette fiche est classée alors dans le dossier papier ou dans le dossier informatisé, ça c'est le problème du lien avec les dossiers informatisés, et transmise au centre 15. Et on met cette fiche à jour régulièrement. Donc je vais revenir au diaporama juste parce que j'ai interrogé, c'est pas celui-là, j'ai interrogé le médecin du SAMU qui utilise cette fiche pour avoir un petit peu son retour, et je vais vous en parler. Donc je disais, elle est remplie par le médecin, uniquement le médecin, en fonction de critères de gravité spécifiques, pour apporter une aide à l'expertise du SAMU, pour respecter le souhait du patient dans le cadre de la loi Claeys et Leonetti, transmise au SAMU. Alors, les critères de gravité que nous, on a définis à Reims dans les maladies neuromusculaires en fonction des critères généralement admis, c'est une capacité vitale respiratoire de moins de 30% ou un patient qui est sous ventilation invasive ou non invasive, quelles que soient les raisons. Donc voilà, ce sont nos critères pour les maladies neuromusculaires. Une atteinte cardiaque avec une fraction d'éjection à moins de 40% ou des maladies avec des risques de troubles aigus du rythme. Alors, pas toutes les myotonies de Steinert, parce qu'il y a beaucoup de personnes et tous n'ont pas des critères de risque, parce qu'ils sont surveillés, mais certains ou certaines laminopathies. Éventuellement des maladies digestives ou métaboliques, ce qui est rare dans les maladies neuromusculaires, mais il peut y avoir des complications ou des atteintes digestives ou métaboliques. Et puis, voilà, les laminopathies, la myasthénie, au cas par cas, ça peut se discuter. Donc l'intérêt pour les professionnels, que m'a dit le docteur Angelman, il m'a dit c'est bien parce qu'une fois que le patient est bien identifié quand il téléphone, c'est-à-dire que le numéro de téléphone est reconnu par leur logiciel, parce qu'il y a quand même tout ça, au moins dès que le patient est bien identifié, il est déjà connu. Donc on ne part pas de zéro. Ça permet d'avoir une version minimale du dossier patient. Il dit pour nous ça nous suffit, c'est très utile. Ça permet cette fiche permet de porter à la connaissance du médecin régulateur la pathologie et à l'assistant médico-administratif. Comme ça alerte cet assistant. Et on a vu récemment, hélas, avec l'actualité, que c'est bien quand l'assistant lui-même est déjà sensibilisé au fait que c'est peut-être pas une blague et qu'il faut peut-être écouter la personne au téléphone. Ça facilite les discussions avec la famille et la prise des décisions sur place quand il y a besoin, puisqu'il y a cet intermédiaire et du coup les médecins, les urgentistes n'ont pas à se poser de questions, ils voient et ils dialoguent avec la famille. Après, tout le monde peut changer d'avis, mais au moins ça crée un dialogue. Alors, les limites techniques de la fiche, c'est la compatibilité avec le logiciel SAMU, puisque nous, on ne peut reprendre que la fin, ce qui est dommage. Ce serait bien que les champs soient repris. Ce que m'a dit M. Angelman, c'est que peu de médecins pensaient à remplir cette fiche et à l'adresser au SAMU, bien que ça ait été communiqué. Il dit que ce sont surtout les centres de référence, le nôtre, quelques-uns, et puis Pédiacap, c'est-à-dire les soins palliatifs pédiatriques. Sinon, peu de médecins pensent à la remplir, ce qui est dommage. Est-ce qu'il faut mieux communiquer sur la fiche? Sous quelle forme? Ça, c'est à réfléchir, et ça, c'est peut-être quelque chose qu'on pourrait travailler dans la région, et mieux préciser les critères de remplissage, parce que parfois, ils trouvent que les fiches sont remplies bizarrement, c'est-à-dire qu'entre ce que les médecins pensent et ce que le SAMU attend, on n'est pas toujours en phase. Donc, redéfinir les critères de remplissage. Alors, la fiche reprend la notion de directive anticipée, donc bien évidemment, on en parle avec le patient. Donc, c'est l'occasion, ce qu'a dit Madame Dumas, d'aborder cette question à distance de l'épisode aigu, de susciter les réflexions individuelles et familiales, sans tabou ni angoisse. Alors, à Reims, à Sébastopol, c'est facile. On a M. Vincent Lambert qui habite 2 étages au-dessus. Donc, quand je leur dis, tout de suite, les gens ils disent oui, il faut peut-être qu'on y réfléchisse. Donc, c'est plus tabou. Tout de suite, ça parle. Apporter des explications sur le stade de la maladie, les risques à venir. Ce que je disais, c'est douloureux, mais au moins, ça nous donne l'occasion d'y penser. Et nous, quand on est médecin dans une consulte où il y a énormément de choses à voir, on pense aussi à aborder ça. Aider les personnes et sa famille à réfléchir aux différents aspects de ces choix, tout en les respectant. Aussi, si on peut, avec une posture éducation thérapeutique, c'est l'idéal.
Redire le contexte de la loi, ça c'est important. Permettre parfois de découvrir ce que c'est qu'une équipe de soins palliatifs, non pas forcément pour tout de suite, mais pour plus tard. Permet vraiment d'ouvrir le dialogue. Et puis, expliquer à la personne qu'elle pourra de toute façon toujours changer d'avis. Donc ça permet de l'évoquer à distance. Les limites de cette fiche patient remarquable, c'est le problème des déplacements sur le territoire français et du fait que pour l'instant les SAMU ne sont pas encore tous reliés entre eux, mais ça c'est bientôt terminé. Ils vont avoir un logiciel SAMU national normalement prochainement. L'autre problème, c'est quand les personnes arrivent de chez elles à pied ou en voiture, accompagnées ou non, mais entrent aux urgences sans appeler le SAMU. Parce qu'elles arrivent à pied avec leur petite valise, bonjour, j'ai peur d'avoir tel malaise. Et du coup, là, les urgences, il n'y a pas de fiche patient remarquable, ils ne sont pas identifiés, c'est pas écrit MNM, et c'est asseyez-vous là dans un coin, puis on verra quand on peut vous prendre. Donc, est-ce qu'on pourrait faire une fiche un petit peu identique pour les urgences? Ça, c'est à réfléchir. Donc, comme me disait M. Angenmal, le mieux, ce serait que tout soit intégré au dossier médical partagé, celui de la sécurité sociale ou un autre. Alors, c'est vrai que maintenant, ça se diffuse de plus en plus les logiciels patients sans papier, c'est-à-dire où du coup, il y a un logiciel pour tout l'hôpital et on a tous les mêmes infos. Mais ce serait mieux, c'est que ce soit carrément en dossier partagé. Et puis, les limites de la fiche, c'est que même quand elle est remplie, il ne faut pas oublier de donner aux personnes, où vous ayez les recommandations en cas d'urgence, en l'occurrence la fiche de l'AFM, mais c'est des documents en plus, et donc ça fait beaucoup de papier. Alors, c'est bien, vous l'avez présenté, mais c'est, je dirais, une limite. Donc la fiche d'urgence, elle va changer, je l'ai découvert aujourd'hui, c'est formidable. Et puis, donc, les bilans personnels de pluridisciplinaires, moi j'insiste parce qu'on prend du temps à rédiger des beaux bilans en 3-4 pages et les gens me disent « Oh je ne sais pas ce que j'en ai fait », mais c'est pour vous, utilisez-les, donnez-les, distribuez-les. Ça nous prend vraiment beaucoup de temps à rédiger, beaucoup de temps au secrétaire à taper. C'est pour être utilisé, ce n'est pas juste pour faire joli. Donc vraiment, on veut faire des choses synthétiques, utilisez-les, même si ça fait un petit peu de papier. À Reims, il y a aussi maintenant accès au dossier patient, donc tout peut être numérisé. Voilà, je vous remercie. Dans vos deux présentations, on retient bien en premier que ces situations d'urgence, justement, s'anticipent, se préparent, et que cette notion de temps très accéléré, quand l'épisode aigu est là, peut être tellement simplifiée quand on l'a pensé avant avec nos médecins spécialistes, quand on s'est interrogé aussi sur les conséquences que peuvent avoir un épisode aigu, sur ce que l'on veut pour sa propre vie, prendre le temps d'en parler avec les siens. L'exemple de l'AFM, je pense que d'autres associations le font effectivement. Je parlerai tout à l'heure de Vimarar, mais qui regroupe tout ça et qui a un volet urgence. Les limites qui, pour moi, me semblent importantes à dépasser et à appuyer, c'est ce langage commun entre qu'on ne soit pas dans des silos juxtaposés, mais s'il y a une fiche patient remarquable sur le SAMU, il faut absolument que le service des urgences y ait un accès. Il faut vraiment... Là, la difficulté, elle se crée juste sur un réseau informatique. Et dans nos vies qui sont déjà bien complexes, on n'a pas besoin de ça en plus. Mais lorsque ce matin, je vous parlais des pistes d'action que nous avons listées sur l'axe maladie rare pour le prochain PRS, c'est que vraiment cet exemple-là, alors là sur les maladies neuromusculaires, soit déployé pour toutes les autres maladies rares qui ont effectivement des moments où la vie peut être remise en cause, et qu'on soit vraiment sur ce principe, sur ces fiches. Vous disiez, professeur de Saint-Martin, que ça existe effectivement, mais notre objectif pour ces 5 ans, c'est que vraiment ça soit déployé. Je pense qu'on va beaucoup agir sur l'information, sur le fait que ça a un intérêt, une plus-value, je pense pour nous aussi patients, de réfléchir à notre vie, tout simplement, à ce qui peut arriver et comment on se prépare. Bon, pour l'instant, en tout cas, c'est sur le SAMU.
on va essayer d'agir. J'ai hâte d'être dans 5 ans et de dire qu'on a pu déployer ça sur d'autres maladies que les maladies neuromusculaires, mais c'est bien grâce aux maladies neuromusculaires qu'on pourra être fort dans notre demande. Sur d'autres maladies, ou en tout cas dans d'autres passages, SAMI ou directement urgence, ce qu'il était important pour moi aussi de parler aujourd'hui, c'est que nous tous, nous continuons à vulgariser, je pense que le mot, l'existence des fiches d'urgence Orphanet, où dans nos expériences, on se rend compte que le service d'urgence, ils sont malheureusement rares, les professionnels aux urgences, qui nous écoutent et qui connaissent Orphanet ou qui vont, sur notre recommandation, aller voir, pour ma pathologie, il y a une fiche d'urgence, c'est constitué par d'autres médecins, donc c'est de pair à pair. Moi, je ne suis que le vecteur de l'information, et une fois que vous aurez cette information qui est la plus à même pour me prendre en charge, c'est une plus-value pour moi, c'est une aide pour vous. Bon, là, il faut vraiment agir, mais déjà, nous, il faut que nous soyons bien informés sur les fiches d'urgence. Et je vous repasse la parole, Madame Dumargne, avant. J'ai oublié de le mentionner à l'oral, mais je crois que c'était marqué à l'écrit. C'est qu'à partir du moment où on prend le temps d'aider les familles à constituer leur kit urgence, à partir du moment où la fiche urgence existe dans Orphanet, c'est le cas pour 5 maladies neuromusculaires. Oui, non, mais excusez-moi. Bien sûr, on essaye de la regarder ensemble, parce que rien que de l'imprimer et de la sortir, c'est prendre le temps de se poser dessus, parce que sinon, c'est un truc de plus. Et on sait bien que la maladie, on essaye de l'oublier quand même un peu au quotidien. Donc ces temps dédiés, c'est aussi se reposer et appeler toutes les sources documentaires qu'on peut avoir, et aussi l'idée de les transmettre aux professionnels de proximité. Et la fiche repère sur les urgences, on l'envoie toujours en double exemplaire, c'est comme la carte de malade, parce que l'idée, c'est de la transmettre aussi aux médecins traitants, parce qu'à nouveau, même si ce n'est pas le médecin traitant qui va gérer l'urgence, quoique des fois, c'est lui qui hospitalise en urgence, enfin qui fait en sorte d'envoyer les personnes aux urgences, c'est à nouveau le sensibiliser à la question des maladies rares. Oui, alors qui est-ce qui ne connaît pas les fiches urgence, les fiches Orphanet urgence ? Tout le monde connaît ? Ah, il y a quelques personnes qui ne connaissent pas. Alors en fait, ce sont des fiches qui complètent ce qu'on vient de voir, le kit urgence fait par l'AFM, qui n'est pas fait par toutes les autres filières de santé, eh bien, peut être complété doit être complété, j'aurais envie de dire, par les fiches Orphanet urgence, qui sont des fiches qui existent depuis 2007, qui ont été proposées dès le plan Maladies rares 1, c'est une collection en fait qui est faite pour les urgentistes, pour les malades qui ont une maladie rare, qui se présentent en urgence, afin que les urgentistes aient des recommandations françaises pour savoir justement ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, quelles sont les situations d'urgence rencontrées, les risques d'interaction médicamenteuse, le risque d'anesthésie si besoin. Donc ce sont des fiches qui sont consultées soit sur le site Orphanet, soit sur le site de la Société française de médecine d'urgence, la SFMU, soit sur l'application Orphanet Urgence directement quand on est au 3e sous-sol et qu'on n'a pas accès à Internet. C'est bien d'avoir ça sur l'application avec une lecture offline. Alors, comment sont faites ces fiches ? Vous voyez, pour y accéder, vous pouvez arriver directement par Google, en faisant fiche urgence, Orphanet urgence, vous voyez là-haut, et ces fiches en haut vous permettent d'accéder à une liste alphabétique des maladies rares qui ont une fiche urgence sur le site Orphanet. Sinon, vous pouvez y accéder par la page d'accueil Orphanet, et en cliquant sur la petite bille rouge que vous voyez là, vous avez aussi accès à la liste alphabétique des fiches urgence disponibles. Alors, sur le site de la Société française de médecine d'urgence, j'étais au congrès hier, les fiches urgence apparaissent et sont répertoriées puisqu'on travaille en partenariat direct avec la SFMU et l'application que je vous ai montrée ici. Alors, en fait, comment sont ces fiches ? Ce sont des fiches qui sont françaises, mais qui peuvent être traduites dans d'autres langues, puisque nous avons 8 langues en tout, donc il y a 7 autres traductions, mais il y a une validation en fonction du pays, parce que les habitudes des urgentistes sont différentes en fonction de chaque pays. Donc il y a une traduction de la fiche avec une validation par l'expert urgentiste du pays.
Ce sont des fiches qui sont validées, qui sont mises à jour régulièrement, puisque une fiche qui a plus de 3-4 ans commence à devenir obsolète. Il faut la relire pour vérifier qu'elle est toujours valable. Et si elle a plus de 8 ans, puisque vous voyez, ça date de 2007, à ce moment-là, il faut les réécrire. C'est pour ça qu'il y a toujours un travail de fourmi répétitif. Elles sont labellisées. Effectivement, nous avons une production de qualité qui est également en cours au sein d'Orphanet. Et elles sont accessibles et gratuites. Donc facilement, il est facile d'en faire une photocopie, de l'avoir dans sa poche quand on a une situation d'urgence. Alors elles complètent les cartes d'urgence. Là, j'ai mis la vieille, j'ai pas mis la jeune carte parce que j'avais la vieille. Ce sont bien entendu des compléments des cartes. Alors la différence entre les deux, parce que tout le monde confond carte urgence et fiche urgence. En fait, une carte urgence, c'est une carte personnelle, confidentielle, qui doit rester dans le portefeuille de la personne. Si le portefeuille est volé, c'est embêtant. Mais la fiche urgence est absolument pas personnelle. Ce sont des recommandations françaises de bonne pratique pour une maladie rare donnée. C'est ça la grande différence. Alors en fait, elle se présente en plusieurs étapes. Il y a d'abord un tableau qui se lit en 2 minutes et qui est fait pour le SAMU. Et on travaille avec le SAMU de Lyon, le docteur Gilles Bagou, qui vraiment fait ses fiches depuis le début, donc qui est là depuis le début de la création de ces fiches. Ensuite, il y a les différentes urgences hospitalières, c'est-à-dire quelles sont les situations d'urgence qu'on peut rencontrer pour une maladie rare donnée quand on arrive aux urgences. Et ça, c'est pour les urgences intra-hospitalières. Ensuite, il y a une partie donc interaction médicamenteuse, précaution si risque d'anesthésie, puis une fiche dédiée au don d'organes. On a vu que chacun pouvait avoir ses directives anticipées. Ça n'est pas dans la fiche Orphanet puisque c'est personnel. Enfin, il y a des références, il y a des numéros d'urgence 24 heures sur 24 qui sont répertoriés et qui sont accessibles. Et puis, il y a les coordonnées des personnes qui ont rédigé la fiche et des annexes si besoin. Par exemple, pour le QT-long, c'est toute une annexe de médicaments contre-indiqués qui est mise en annexe. Alors, voilà comment ça se présente. Le tableau SAMU qui se lit en 2 minutes. Ça, c'est vraiment quelque chose de très, très rapide. La partie urgence hospitalière avec les différentes situations d'urgence. Et on décline chaque situation avec les précautions particulières concernant la maladie. Après, il y a la partie don d'organes qui est toujours de la même manière. Et puis, les numéros d'urgence, comme vous voyez, et les coordonnées des collaborateurs qui ont rédigé la fiche. Alors, on suit une méthodologie rigoureuse qui est une méthodologie HAS. Et en fait, nous coordonnons à Orphanet. Donc, on fait une initiation des fiches. Ensuite, on suit la rédaction, on corrige, on valide. Et ça passe dans un circuit de relecture très rigoureux. Et il y a une assistante éditoriale qui vérifie la forme et qui publie, qui met en ligne, à la fois sur le site Orphanet et qui envoie à la SFMU pour mise en ligne sur le site de la SFMU. Alors, comment ça se passe pour la sélection des maladies qui nécessitent une fiche urgence ? Eh bien, au début, il y avait une liste qui avait été établie par les centres experts et les urgentistes, et cette liste a été étendue. Maintenant, ce sont les filières qui nous disent quelles sont les 2 maladies par an qui nécessitent une fiche urgence. La SFMU nous dit quelles sont les fiches qui leur paraissent prioritaires, parce que souvent la priorité des filières n'est pas la même que la priorité de la Société française de médecine d'urgence. L'ABM nous donne également ses priorités. On a une réunion annuelle avec chaque personne, avec les filières, avec la SFMU et avec l'ABM pour sélectionner les maladies qui doivent avoir une fiche urgence. Et on essaye aussi de faire une fiche urgence s'il y a un PNDS ou s'il y a des cartes urgence. Et ça demande un turnover très rapide. Et on travaille aussi avec les ERN pour établir des fiches européennes. Alors, comment ça se passe en fait ? Les médecins experts, qui sont 1 à 3, écrivent la fiche. Les médecins urgentistes, le SAMU, et puis 2 ou 3 médecins urgentistes relisent la fiche. Les médecins de l'ABM, 2 ou 3 médecins relisent la partie don d'organes. Et les associations de malades, 1 ou 3 associations relisent la fiche et la complètent, voire demandent des précisions. Donc voilà le circuit, je passe parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Il y a 86 fiches qui sont mises en ligne. Il y a 230 maladies qui sont couvertes. Parmi les 6000, vous me direz, c'est pas beaucoup, mais chaque maladie rare n'a pas forcément besoin d'une fiche urgence particulière parce qu'il n'y a pas d'urgence spécifique à la maladie rare. On en discutait encore avec le SAMU hier. Donc ça représente quand même beaucoup de consultations, 11 000 consultations par mois par les médecins urgentistes. Et c'est traduit en 7 langues, surtout l'espagnol actuellement. Il y a eu 15 fiches cette année qui ont été traduites. Voilà, je les contacte et je suis à votre disposition pour vous répondre. Donc voilà, j'espère que j'ai réussi à vous expliquer comment se présenter une fiche urgence. Je vous remercie de votre attention.
Oui. Merci. Juste pour faire court et tenir dans les temps, vous devez peut-être connaître, je l'espère, ou vous allez connaître, l'application Vie ma rare, Vivre avec une maladie rare, une application que j'ai créée il y a maintenant 2 ans, avec différentes volontés, répondre à notre quotidien et notamment avoir en première partie des informations au plus près de chez soi, mais aussi des informations sur la structuration de la prise en charge médicale, avoir les coordonnées directes des associations près de chez nous. Donc j'espère pouvoir décliner cette appli sur les 2 autres territoires qui constituent l'ensemble du Grand Est, parce qu'une appli au nom du Grand Est, me semble, nous n'habitons pas le Grand Est, nous habitons des zones beaucoup plus petites, et dire qu'on habite les anciens territoires, enfin les territoires aujourd'hui anciennes régions, est beaucoup plus simple. La deuxième partie est une partie de suivi médical où on va pouvoir noter l'évolution de symptômes, de ressentis, ou toute chose qui nous semble importante de ramener auprès de notre médecin spécialiste quand on fait des points réguliers, qu'on se voit tous les 6 mois, 1 an ou 2 ans. Et du coup, l'intérêt d'une appli, c'est de pouvoir avoir sur soi, c'est pas moi ça, c'est d'avoir sur soi toutes ces informations. Et maintenant il est d'usage, on ne quitte pas son domicile sans avoir vérifié qu'on a ses clés et son téléphone portable. Donc l'appli me permettait d'annuler tous ces écueils où nous allons à notre rendez-vous de spécialiste, le rendez-vous que l'on a en tête des mois à l'avance, et quand on s'aperçoit qu'on n'a pas le petit calepin avec toutes les observations, c'est assez terrible. Donc au moins l'appli de donner cette réponse. Elle est sur ta clé ? C'est sur ma clé. On l'avait pas mise là. Je ne sais pas à qui j'ai donné ma clé, l'ESP. D'accord. Excusez-moi de lancer un appel. J'avais peur de la perdre, je l'ai confiée à quelqu'un. Et je ne vous montrerai pas, je vous conseille, l'application est gratuite, elle est disponible sur les stores, que ce soit Android ou Apple. On peut se servir de cette application même quand on n'habite pas le territoire de Champagne-Ardenne. Ce qui nous manquera, c'est les informations ressources de quelles sont les associations et les contacts. Mais la partie pour suivre sa maladie, c'est une appli aussi utilisable, je dirais, dès l'âge de 8 ans. Donc c'est aussi pas mal, on est dans une posture de TP, de prise en charge. Et cette troisième partie, qui est en fait l'origine de l'idée de l'application, c'est pour répondre aux situations d'urgence. L'origine était tout simplement un malaise de mon fils et un grand stress. J'avais peur qu'il y ait une rupture de l'anévrisme. Enfin bon, bref, j'étais pas bien. Il en parlait, je sens que de nouveau pas terrible. C'est notre beau logo, hein. En gros plan, vous le voyez bien. Vie ma rare. Si on peut aller à la page 13, Manuela, s'il te plaît. Et ce jour-là, j'ai appelé sa pédiatre. Qui, au regard de ce que je décrivais, me dit j'envoie le SAMU. Je vous raconte l'histoire a posteriori. J'entends ça, mais mon cerveau n'entend pas. Mon cerveau est sur off. C'est mon émotion qui prime à ce moment-là. Et j'ai mis mon fils, je ne sais pas avec quelle force physique, dans la voiture. Et je suis partie. Et c'est sur la route, à contresens, j'ai croisé le SAMU et ça m'est revenu. Ça m'est revenu que ce SAMU, c'était certainement celui que la pédiatre avait envoyé. Arrivé aux urgences, à Reims, pour ceux qui connaissent, à l'hôpital américain, une équipe m'attendait avec un brancard dehors, ce qui m'a encore plus impressionnée. Je trouvais que c'était encore plus grave, alors que je savais le risque encouru quand même. Et quand ils m'ont dit quelle est sa dilatation aortique, je leur ai répondu mon diamètre à moi. Et leur tête a tellement été effarée que j'ai compris que l'émotion annulait toute ma préparation. Toutes ces années où je pensais m'être préparée à ces situations qui pouvaient arriver, où à côté de la porte d'entrée, j'avais un dossier avec bien rangé, tous les comptes rendus, du grand spécialiste, tout, c'était oublié.
comme tout ce qui me semblait être propre à mon identité, de quelqu'un d'organisé et de structuré. Non, je n'étais qu'une maman dans l'angoisse. Par contre, toute cette soirée, j'avais le numéro j'avais mon portable que je serrais très très fort parce que c'était le lien que j'avais avec son papa qui lui était tellement aussi dans l'émotion qu'il ne pouvait pas venir. Mais moi, j'avais besoin de parler à quelqu'un le temps que mon fils passe ses examens. Je vous rassure, ce n'était pas aussi grave que ça. Ça nous a montré une autre problématique, mais voilà, sa vie n'était pas en danger. Et en rentrant, j'ai mesuré à quel point ce téléphone non seulement avait été rassurant pour moi, mais qu'en même temps, ça, je ne l'avais pas oublié. Et que si j'avais su simplement photographier le document, le ranger quelque part dans mon téléphone, j'aurais peut-être pas été aussi mal de ne pas avoir pu aider mon fils au niveau du passage d'informations auprès des professionnels. C'est de là qu'est venue cette idée. Et donc c'est la dernière partie, la partie bleue qui s'appelle « Mes indispensables ». Je trouve que le mot résume bien. Et alors à l'époque, ça va très vite dans les applis et dans le numérique, on avait avec le codeur inventé une fonction, c'est-à-dire que quand dans l'appli, on active la fonction appareil photo, c'est bien la fonction de notre téléphone, mais la photo qui sera prise ne sera pas confondue, ne sera pas mélangée avec la galerie photo de notre téléphone, mais sera enregistrée au cœur de l'appli. Ce qui fait que face à des situations d'urgence que je viens de vous témoigner, en 3 clics, on rentre dans mes indispensables. On a au préalable photographié son compte-rendu où Martine me montrait qu'une radio en contre-jour, on pouvait photographier la radio. Et d'autres, je dois faire court, mais d'autres gens qui utilisent Vimara, et moi personnellement, c'est mon bébé numérique, et j'ai vécu avec Vimara très longtemps. Il y a plein de gens qui ont plein d'idées, c'est extraordinaire, comme quoi on est prêt pour la V2. Mais voilà, cette partie a pour vocation de répondre à l'urgence. On a également une partie pour toutes les coordonnées de nos professionnels spécifiques qui nous suivent de près. Vous me direz, dans un téléphone, on a aussi un répertoire, sauf que je ne sais pas de combien de fiches est constitué votre répertoire téléphonique, mais moi, bien trop, pour ce que j'ai vécu, bien trop qui me permettent de dire que je trouverai rapidement mon cardiologue. Par contre, là, je vais rentrer 2-3 noms. Mon cardiologue, il est là. Et si je panique même, je crois que je pourrais le donner au médecin. C'est une appli qui se veut intuitive. Donc, voilà le témoignage que je voulais vous faire pour Vimara. Et comme toute mère, j'aime mon enfant numérique. Je ne peux que vous le conseiller. Voilà, on est, je crois, limite dans le temps. Non, mais il faut être positif. Ça nous apporte ça, les Madeira. Il faut être très positif. Peut-être des questions ? Ou alors on était tellement performants. Ah, si, y est. On va limiter 2 questions. Juste 2. Oui, je trouve que c'est très bien, Vimara. Moi, je connais sur les portables ICE. Et donc, on peut aussi rentrer des documents, mais je me demandais si vraiment le SAMU avait le réflexe d'aller sur nos portables pour ouvrir cette application. Non, alors il y a des objets connectés qui répondent à ça, notamment quand on est en perte de conscience, comment communiquer. On est plus sur des objets... Parce que ça, ils peuvent l'ouvrir même si le téléphone n'est pas ouvert. Donc, sachez que sur chaque téléphone, il y a une fiche d'urgence, peu importe la marque du téléphone, et que l'on peut consulter sans empreinte ou sans code. Ouais. Mais voilà, c'est aussi à démocratiser. Je crois que les smartphones, on ne les connaît pas tous aussi autant dans l'intérêt qu'ils ont pour nous. Au niveau des urgences, ils ne font pas. Non. L'appli, c'est vraiment pour nous, être le tiers, avoir sur soi, partout, à tout moment, les éléments essentiels qu'on a au préalable rentrés. Moi, je croyais que c'était fait pour ça, en fait. Non, c'est pour nous aider, mais on doit être communicant. Non. Là, on est vraiment sur ce qu'on appelle une appli smartphone. C'est vraiment un outil pour celui qui possède son téléphone. C'est pour nous. Là, ça remplace un agenda, un stylo, un papier. Ça remplace tout un dossier avec la classification de nos comptes rendus. Ça remplace un répertoire. Voilà. Tous ces objets n'existent plus d'un point de vue matériel. Ça ne prend pas plus de place puisque c'est dans cet objet qui est censé normalement nous aider qu'à téléphoner, mais qui est bien plus que ça aujourd'hui. Je parlais de ICE. Je pensais que c'est quelque chose qui alors après, cette appli-là, je ne la connais pas. Moi, juste par expérience, je dis 2 ans, mais on est peut-être à 3. À l'époque, si je suis lancée sur l'idée de Vimara, c'est parce que rien n'existait.
Aujourd'hui, il en existe de nombreuses, et tant mieux d'ailleurs, parce que ça veut dire qu'on s'empare, il y a un besoin et il y a une réponse en face. Donc je ne connais pas spécifiquement cette application-là. Alors peut-être que vous avez entièrement raison et que c'est mon ignorance. Ouais. Voilà, Madame la Présidente, on peut passer au prochain. Merci.